bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business. C'est magazine, comme vous le savez bien, qui est consacré à l'entrepreneuriat, au management, mais aussi dans le business dans sa globalité. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons mettre le point en ce qui concerne les entreprises de construction. Et pour en parler, je ne suis pas seule. Je reçois pour vous notre invité permanent, notre architecte, mais aussi chef d'entreprise, à la personne des messieurs Fanfan Monsiantima, avec qui nous allons échanger pour mettre le point. Bonjour, M. Fanfan. Bonjour, Madame Jemima. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Alors, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, nous allons faire un petit récap en ce qui est de bâtiments. Dernièrement, vous nous avez parlé d'une trilogie. Si vous pourrez nous faire un petit rappel sur ça. Merci beaucoup. Ce que nous devons savoir, dans les domaines de la réalisation des ouvrages ou des infrastructures, il y a 3 intervenants qui sont, il y a le bureau d'études, qui peut aussi être résumé par un architecte, et il y a le maître d'ouvrage, parce que c'est celui qui commande l'ouvrage pour lequel on construit. L'ouvrage qu'on construit appartient à quelqu'un ou à une communauté. Et la personne qui est propriétaire, il s'appelle techniquement le maître d'ouvrage. Okay. Et dans la réalisation de ces ouvrages, il y a les grands réalisateurs qu'on appelle entrepreneurs. L'entrepreneur n'est rien d'autre que celui qui gère une société de construction ou une société de BTP ou de génie civil. Voilà un peu les 3 intervenants qui interviennent dans la réalisation des infrastructures que nous voyons. Bon, ça c'est vraiment le domaine classique, tel que nous le disons, comment ça se passe sur le plan classique. Pas sur le plan empirique, parce que sur le plan empirique, les gens sont à la cité, ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Mais logiquement, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Nous allons entrer dans les vifs du sujet. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons mettre le point sur les entreprises de construction, comme on peut encore l'appeler, les entreprises de génie civil. C'est quoi concrètement une entreprise de construction proprement dite? Une entreprise de construction est celle qui réalise le bâtiment, et qui réalise les routes, parce que les routes, c'est le secteur de BTP. Dans les routes, vous avez les ponts, vous avez les dallos, vous avez les caniveaux. Il y a tellement de services qui interviennent dans ces secteurs-là. Alors, il y a aussi des grands bâtiments, des grands immeubles, tout ça. Mais c'est lui qui peut les réaliser. Quand vous passez, vous voyez des cris, des camions, tout ça. Ceux-là qui gèrent tout ça, ce sont les entreprises de construction et que nous appelons dans les jargons techniques les entrepreneurs. Voilà, c'est eux qui construisent, qui réalisent les ouvrages que les architectes conçoivent ensemble avec les ingénieurs et d'autres spécialistes. Ok, alors aujourd'hui, quels sont les rôles? Les entreprises de construction poursuivent quel rôle? Tel que nous venons de le dire, les rôles des entreprises de construction sont immenses dans le secteur de BTP. Okay. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, les entreprises sont spécialisées aussi. Vous voyez, il y a des grandes entreprises et puis il y a des petites entreprises. Et là, dans les grandes entreprises sont parfois même des multinationales. Parce que lorsque vous voyez des entreprises chinoises qui viennent réaliser des travaux ici, ce sont des très grandes entreprises qui brassent des chiffres d'affaires inimaginables. Parce que je vous donne un exemple. La route, par exemple, Njili-Bachamba. Les chiffres, la réalisation de ces travaux, c'est 80 millions de dollars. Une entreprise à elle seule qui a un projet de 80 millions de dollars, ça dit, vous allez voir que c'est une société dans la société. 80 millions de dollars, c'est déjà un très grand chiffre d'affaires. Maintenant, vous avez des entreprises qui vous réalisent des routes comme ça ne peut être que des multinationales. C'est là où les entreprises de construction sont des moteurs de croissance, parce qu'ils brassent des véritables capitaux. Et il faut bouger l'économie d'une nation. Nous avons toujours un jargon que nous disons dans notre domaine, lorsque l'économie va, le bâtiment va. Donc, c'est le domaine des bâtiments qui
exprime à suffisance que dans ces pays, il y a une évolution économique. Parce que les entreprises de construction emploient beaucoup de gens. Vous savez, une entreprise qui réalise des travaux, des chiffres d'affaires de 80 millions de dollars, et quand vous allez dedans, vous allez voir, c'est une entreprise qui a plus de 10 000, 5 000, 6 000 employés. Dedans, vous avez des spécialités, des spécialités. Donc, vous avez d'abord des chauffeurs de grands camions, vous avez des conducteurs d'engins spécialisés, c'est-à-dire ceux qui conduisent les tracteurs, vous avez des coffreurs spécialisés, vous avez les terrassiers. Tous ces corps de métiers qui impactent dans le développement ou dans la réalisation de ces ouvrages trouvent de quoi se nourrir. Et s'ils sont tous congolais, ça bouge l'économie congolaise. Ça réduit en même temps les taux de chômage. Sensiblement. Si vous avez beaucoup d'entreprises de cette envergure congolaise, on absorbe facilement le chômage. C'est différent. Quand nous parlons, ce sont des mastodontes. C'est différent avec des PME. Ça, ce sont des entreprises que nous appelons les entreprises de catégorie A. Des très grandes sociétés. Quand on réalise un grand immeuble ou un gratte-ciel, ça va nécessiter beaucoup d'ouvriers. Vous avez des ajusteurs, des soudeurs. Tous ces ouvriers spécialistes trouvent leur compte dans la réalisation des ouvrages. Vous comprenez que quand nous parlons de l'entreprise de construction, nous ne parlons pas de petites choses. Nous parlons d'une machine qui est capable de booster l'économie nationale, qui est capable de réduire la pauvreté et puis qui est capable d'employer plus de gens. Il y a un critérium pour parler d'une entreprise de construction proprement dite. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, là nous sommes un peu dans les catégories des entreprises. Okay. Nous avons des entreprises privées et de l'autre côté, nous avons des entreprises para-étatiques. Le secteur des BTP étant un secteur important dans l'économie du pays, l'État congolais a trouvé bon dans le secteur des routes de créer sa société à elle, qu'on appelle Office des routes. L'Office des routes, non seulement il est le maître d'ouvrage en matière de routes nationales, mais c'est aussi une entreprise qui construit des routes. Et à ce moment-là, on parle des régies. C'est une régie qui est différente d'une société privée. Ça, ce sont des jargons techniques. L'Office des routes, c'est une régie de construction, mais des routes. Maintenant, l'Office des routes, lui, ne gère que des routes nationales, d'intérêt national. De l'autre côté, vous avez l'OVD, toujours pour l'État. C'est l'Office des voiries et drainage. L'OVD, lui, gère toutes les routes qui sont dans des villes. Les routes des villes, on appelle ça voirie. Ce sont des jargons techniques. Voirie, ce n'est qu'une route, mais une route de la ville, dont les propriétaires, c'est l'Office des voiries et drainage. Non seulement il est le propriétaire, il fait des études, c'est-à-dire lui-même, il fait la maîtrise d'œuvre, de la même manière aussi pour l'Office des routes, et puis il réalise. Il est maître d'ouvrage en même temps. Il est maître d'ouvrage en même temps, il est en même temps concepteur des routes, il est en même temps réalisateur des routes. Et c'est comme ça, c'est aussi une régie. Vous comprenez? Elle est différente d'une entreprise privée parce qu'elle, on dit c'est une régie. Il peut réaliser lui-même tout comme il peut faire en tant que maître d'ouvrage. De l'autre côté, vous avez des entreprises privées, mais ils sont catégorisés. Vous avez des entreprises de premier ordre, c'est-à-dire des entreprises de pondération 2, c'est-à-dire des entreprises de routes, des grands bâtiments, on appelle ça chez nous on parle de catégorie A et catégorie B. Ça signifie que ce sont des très grandes entreprises qui peuvent réaliser des routes qui ont des très grands chiffres d'affaires. Leurs chiffres d'affaires sont tous des millions, au-delà même de 5 millions, 10 millions. Ce sont des entreprises qui boostent l'économie. Si nous avons des entreprises comme ça, congolaises ici au pays, ça peut apporter plusieurs devises. Il n'en existe pas. Bon, ce qu'il faut comprendre, il y en a, mais pour la plupart de ces entreprises, il y a des entreprises, pour la plupart, nous avons des entreprises chinoises. Okay. Quand vous voyez les CREC 2, CREC 7 et tout ça, Sino Hydro, ce sont des entreprises chinoises
fabrication. Ce sont des entreprises chinoises qui viennent prendre nos devises, qui transportent chez eux. Vous avez par exemple des entreprises comme Safricas. Safricas, c'est une entreprise européenne. Ce n'est pas pour des Congolais. Mais il y a quand même quelques Congolais qui ont pu émerger. Bon, quand je vois, il y a Adi Construction, je vois, je ne sais pas, Fritech, tout et tout. Il y a quand même quelques Congolais, mais ils sont rares. Et ils n'ont pas plus d'envergure que ces entreprises-là. Est-ce qu'ils font pareil qu'eux? Mais naturellement, parce qu'ils réalisent des routes. J'ai vu la voirie de Lenguesa. Ça a été réalisé. Cet entrepreneur, c'est une entreprise congolaise. Mais c'est une voirie. Vous voyez, c'est une grande société. Des entreprises comme ça, nous voulons en avoir beaucoup pour un grand pays comme le nôtre. De l'autre côté, vous avez, ça se dit, ce sont des entreprises de catégorie A et B. C'est-à-dire des entreprises qui font des grands travaux. De l'autre côté, vous avez des entreprises de catégorie C. Là, ce sont des entreprises qui sont dans la PME. Ce sont des petites et moyennes entreprises. Okay. C'est-à-dire que vous avez des entreprises de catégorie C et catégorie D. Ce sont des petites sociétés dont les jeunes ou certaines personnes, c'est eux qui peuvent réaliser, par exemple, des bâtiments, des écoles, des pistes rurales, des centres de santé. Des centres de santé. Quand je dis des pistes rurales, des routes en terre, okay. C'est souvent des entreprises de catégorie C. Il y a aussi des petites entreprises encore de catégorie D, pour ceux qui viennent de commencer. Parce que lorsqu'on commence et qu'on n'a pas beaucoup de capitaux, on démarre avec une petite société. Vous voyez un peu, là je viens de brosser les panels des entreprises, des catégories d'entreprises qui interviennent dans la réalisation des travaux. Maintenant, quand les entreprises comme Office des routes, ce sont des sociétés qui gèrent pratiquement les aspects de développement de nos routes. Aujourd'hui, nous avons un pays tout à fait enclavé. Les routes n'arrivent pas partout. C'est le travail de l'Office des routes. Il faut soutenir de telles sociétés. Ce sont des sociétés comme ça qui reçoivent les financements dans la politique de l'État. Le problème de l'Office des routes ou bien de notre État? C'est le problème de l'État. Mais pourquoi on a créé l'Office des routes et l'OVD? Okay. C'est-à-dire, le marché de l'État, il y a des modes de passation des marchés. Pour gagner les marchés, vous devez respecter un certain nombre de procédures. Les marchés de catégorie A, lorsqu'on les lance, jusqu'à la réalisation, l'entrepreneur peut acheter ce qu'on appelle les dossiers d'appel d'offres. Il mobilise la garantie. Jusqu'à l'octroi du marché, ça prend beaucoup de temps. Cette procédure, ça peut vous prendre 6 mois. Mais l'État, comme il a ses régies, avec ces régies, il peut contourner. C'est-à-dire, avec l'Office des routes, avec l'OVD, il n'y a pas d'appel d'offres. L'État met directement son argent et réalise. Mais avec les sociétés qui viennent, qui doivent avoir des marchés, il y a toute une procédure qu'on doit respecter. Parce que ces procédures transparentes, bon, c'est ce que je suis en train de dire, pratiquement dans l'acheminement, pour que le privé puisse gagner, parce que l'État a l'obligation de promouvoir le secteur privé. Il ne peut pas tout gérer. L'État a besoin de créer des Congolais millionnaires pour que ces Congolais puissent maîtriser notre système économique. C'est là où l'État a aussi l'obligation dans la politique économique de passer les marchés, de faire les travaux au privé. Et là, il faut que ceux qui nous suivent puissent comprendre qu'il n'y a que l'État qui apporte plus de capitaux dans la réalisation des ouvrages, surtout les routes apportent beaucoup d'argent. Et nous, il faut comprendre comment on peut acquérir un marché auprès de l'État. Et pour le comprendre, l'entrepreneur qui a sa société de catégorie D à catégorie A est obligé de comprendre le principe de la passation des marchés publics. C'est important. C'est lesquels? Alors, ce principe, c'est quoi? Comment on peut procéder pour gagner un marché? Le marché de l'État passe par les appels d'offres ouverts. Il lance ce qu'on appelle un avis d'appel d'offres. Ça passe dans les portails de l'ARNP. À Média Congo ici, vous verrez là où on a écrit l'appel d'offres. Il y a aussi d'autres sites
internationaux tels que les sites de la Banque africaine de développement ou de la Banque mondiale. Dedans aussi, vous pouvez entrer dedans et retrouver des appels d'offres qu'on a lancés. Maintenant, il faut comprendre la procédure. La procédure, c'est que vous achetez les cahiers. En achetant les cahiers, ces cahiers-là, ça coûte aussi. Tout dépend de l'envergure du marché. Pour les PME, c'est souvent dans les $200. Ça va de 200 à 800 $. Tout dépend de la cellule et de la réalité qui tourne autour de ces cellules de projet. Vous achetez les cahiers et vous devez répondre à toutes les réponses, à toutes les questions qui ont été demandées dans ces dossiers d'appel d'offres. Le dossier d'appel d'offres est constitué d'un cahier qu'on vend, et puis de l'autre côté, vous avez le plan qu'on doit vous adjoindre. Dans ces cahiers, vous avez tous les renseignements sur le marché, les spécifications techniques, les quantités, les formulaires de soumission, les différentes garanties à promouvoir ou à présenter. Les garanties, souvent les garanties de soumission. Et aussi vos états financiers. C'est pour cela que nous conseillons. Dès que vous avez votre société, vous devez être en règle. C'est-à-dire quoi? Surtout pour les jeunes Congolais qui veulent être des entrepreneurs. Il faut avoir son RCC. Catégorie D. De toutes les catégories, bien sûr. Maintenant, pour les jeunes, nous conseillons qu'ils commencent aux catégories D. Parce qu'il faut aller petit à petit. Mais il y en a qui ont leur argent, ils ont beaucoup d'argent. Ils disent que nous commençons avec ce que nous avons comme moyen. Nous pouvons lancer une entreprise de catégorie A. Vous comprenez? Parce que lancer une entreprise de catégorie A signifie que tu es riche. Ce n'est pas pour les pauvres, ce n'est pas pour les petits. Parce qu'il faut acheter des engins, il faut avoir une base vie, il faut avoir un charroi automobile assez conséquent. Parce que lorsque vous vous présentez comme ça, il faut démontrer que vous l'êtes. Les gens viennent visiter pour s'assurer. Ça contribue d'ailleurs à la notoriété. Ça, naturellement. Parce que lorsqu'on lance les appels d'offres, il y a toutes les questions liées à comment vous gérez vos finances. D'abord, ils sont dans ce qu'on appelle la régularité administrative. Est-ce que vous avez tous les documents, notamment les RCSM, les RCSM, l'identification nationale? Est-ce que vous payez l'INPP? Est-ce que vous payez l'INSS? Est-ce que vous payez l'ONEM? Tout ça avec l'attestation fiscale. Lorsque vous avez ces documents-là, là vous êtes prêt à concourir pour un marché de l'État ou des bailleurs de fonds. Parce que c'est là où il y a l'argent, ne vous en faites pas. C'est là où il y a l'argent. Deuxièmement, on passe à une seconde étape. On voit comment vous gérez vos finances. Les finances d'une société constituée légalement ne se gèrent pas comme si on gérait l'argent de sa poche. Il faut que vous teniez une comptabilité avec un cabinet d'audit qui vous fait ce qu'on appelle des bilans certifiés chaque année. Déjà, moi, en tant qu'entrepreneur, chaque fin de l'année, pratiquement au mois de mars, avril, nous présentons toujours des bilans de chaque exercice. C'est important. Alors, l'État, pour t'octroyer les marchés, va te demander quel est votre bilan. Si vous n'avez pas réalisé des travaux... Un bilan conséquent. Non, si vous n'avez pas réalisé des travaux pour la première année, on peut dire que c'est pratiquement parfois, vous n'avez rien. Vous comprenez, mais les bilans sont importants. Parce que ceux qui évaluent ont besoin de cela pour s'assurer que vous tenez votre comptabilité. Quatrièmement, ils vont voir quelle est votre capacité financière. La capacité financière est liée à la garantie que vous présentez. C'est là où nous avons beaucoup de difficultés. Cette garantie, tout dépend de l'envergure du marché. Vous présentez votre garantie. Par exemple, vous voulez construire une école, on peut dire, bon, la garantie de soumission, c'est $2000. Là, on sait que ce sont des petites entreprises de catégorie C ou D. Parce que vous ne pouvez pas lancer une société sans un capital. Il faut avoir un capital. Ce capital va vous servir de garantie. Au-delà des garanties, on va encore vous demander où est-ce que vous allez trouver vos sources de financement. Quelqu'un veut dire, bon, moi j'ai mes maisons, j'ai mes loyers qui me payent. C'est là où ce sont mes sources de financement. J'ai des hôtels. Ou bien, j'ai une ligne de crédit. J'ai négocié avec une banque
la banque qui me fait confiance dit que vous pouvez donner à ces messieurs de l'argent à la hauteur de 100 000 $. Moi, la banque, je peux accompagner cette entreprise jusqu'à la hauteur de 100 000. Déjà, lorsque le projet voit ça, il dit que vous êtes stable financièrement. Et il passe aux aspects techniques. Dans les aspects techniques, on va vous dire, est-ce que vous avez le matériel? On va regarder, on va vous donner des formulaires de matériel où vous allez remplir. Dans le matériel, si vous n'en avez pas, mais vous pouvez louer. Parce que lorsque vous commencez, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les matériels. Mais vous pouvez louer quelque part et vous certifier dans la zone, dans une entreprise de logistique ou bien une grande entreprise de construction qui a ses engins qui fait louer à d'autres petites entreprises, vous pouvez avoir un accord de location que vous allez mettre dans les dossiers. Et vous identifiez que je n'ai pas des engins, mais j'ai loue. J'ai loue. Il faut bien écrire, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. On sait qu'au départ, une très grande société, même les grandes sociétés louent aussi. Il y a des engins que vous n'avez pas, vous êtes une grande société, vous louez. Parce qu'il y a des engins qui coûtent cher, compte tenu de l'envergure des travaux, mais il y en a aussi qui sont spécialistes rien qu'en location. Des engins des travaux publics. Vous voyez? Et on voit maintenant ce que vous avez réalisé en tant qu'entrepreneur. C'est comme ça que nous conseillons. Lorsque vous réalisez une maison, surtout pour les jeunes qui veulent créer des entreprises de catégorie D, lorsque vous avez réalisé un ouvrage, exigez qu'il y ait un contrat. Lorsque vous avez terminé, ça vous protège d'ailleurs. Ça vous protège. Lorsque vous avez terminé, exigez qu'on vous donne un certificat qui certifie que vous avez bel et bien réalisé cet ouvrage et que vous l'avez terminé. Vous avez construit un hôtel à la cité, parce que nous démarrons souvent comme ça. Exigez qu'on vous donne le fisc, un papier qui atteste que vous avez réalisé cet hôtel pour le compte de X. Ceci constitue pour vous une banque de données d'expérience que vous allez mettre. Maintenant, si vous n'en avez pas, associez-vous avec une entreprise qui a une expérience en cette matière-là. Si vous avez toutes les garanties, vous avez vos équipements, vous n'avez pas l'expérience. Et que dans ces marchés-là, cet entrepreneur a d'autres occupations, vous pouvez vous demander son aide. De créer une jeune venture, lui vous porte. Mais au finish, c'est toi qui réalise et vous prenez l'expérience. En être porté. Ok. Est-ce que dans la réalisation, y a-t-il une catégorie de spécialités dans les secteurs de construction? Oui. Ce qu'il faut comprendre, il y a des entreprises qui réalisent pratiquement tout, compte tenu de son envergure. Mais de plus en plus, le monde va vers des spécialisations. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent réaliser ce qu'on appelle les grosses œuvres. C'est-à-dire, il vient, il vous coule les bétons, il fait la fondation, il lève le mur. Tout ce qui est électricité, ce n'est pas lui. On peut appeler une autre entreprise, mais à ce moment, il devient sous-traitant. C'est comme ça que dans une société de construction, nous avons ce qu'on appelle une entreprise mère. Cette entreprise mère, au-delà, il a l'obligation de sous-traiter à d'autres entreprises qui peuvent être des spécialistes. Il chapeaute les tout. Il chapeaute les tout. Déjà, dans les dossiers d'appel d'offres, on dit à l'entreprise mère, il peut sous-traiter 40% de ses responsabilités à d'autres entreprises. C'est là où la politique de l'État devait être maintenant que ces grandes entreprises puissent porter des petites entreprises. C'est important. Parce qu'une entreprise qui a ses contrats de sous-traitance, ces contrats lui servent de l'expérience pour qu'il puisse grandir. Et dans les contrats de sous-traitance, l'entreprise peut dire, bon, vous êtes par exemple une entreprise d'électricité du bâtiment, je vous sous-traite tout ce qui est électricité du bâtiment. Vous êtes une entreprise liée à la plomberie, je vous sous-traite la plomberie. Vous êtes une entreprise, vous avez une forte expérience dans les bénéficeries, je vous sous-traite tout ce qui est la fabrication des portes mises en œuvre. Et à ce moment-là, d'ailleurs la responsabilité est tellement partagée et le travail va vite, sûr et de bonne qualité. Ce sont des méthodes qui ont été mises en place pour atteindre surtout des projets très complexes. Parce que dans un projet très complexe, souvent, c'est difficile à la grande société elle-même de pouvoir tout faire. C'est une très grande responsabilité de porter toutes les responsabilités.
Vous voyez, à ce moment-là, il va vers des entreprises spécialisées. Il y a des entreprises qui sont spécialisées en carrelage. Lui, c'est lui qui a les contrats avec cette société, mais les gros contrats, lui, là, avec l'État ou avec une très grande société, par exemple Vodacom. Vous voyez? Donc, ces spécialisations des entreprises sont importantes. D'ailleurs, nous lançons un vibrant appel aux jeunes entrepreneurs, même aux carreleurs qui nous suivent. Quand tu es carreleur, tu peux te spécialiser et monter ta société de carrelage. Plus on est spécialisé, plus on est précis. Et mieux on sait faire son travail. Mais lorsqu'on est trop dans l'ensemble, on touche un peu on touche à tout, on a un peu de négligence par-ci, par-là. Parce que lorsque quelqu'un est spécialiste en plomberie, il a en lui toute la maîtrise et il anticipe sur beaucoup de choses. Il aide même l'entreprise mère dans la réalisation de la plomberie. Et ça va être un grand ensemble qui gagne. Vous voyez? Donc, la spécialisation dans notre secteur, c'est tellement bienvenu que ça a même influencé le développement de ces secteurs. Aujourd'hui, si on doit se les dire, quels sont les inconvénients ou les difficultés que vous rencontrez dans les secteurs de construction, dans les entreprises de construction? Bon, dans notre pays, par exemple, les entreprises de construction ont une difficulté. La première des difficultés, c'est les capitales. Okay. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, dans le domaine de construction, on n'a pas eu, pendant des décennies passées, une politique claire d'entrepreneuriat dans ce secteur. Parce que dans ce secteur, on nous demande des garanties. Avons-nous des garanties? Il n'y en a pas. Déjà, nous avons vu un projet de la Banque mondiale dans lequel ils veulent un peu soutenir les jeunes entrepreneurs pour les fonds de garantie. Mais il y a toujours des conditions. On ne vous donne pas une garantie parce qu'on veut prendre les risques avec vous. Mais vous devez répondre à un certain critérium. Et dans ces critériums, c'est tous les conseils qu'on vient de donner. Mais les difficultés que les entrepreneurs ont, ce sont la mise en place des garanties. Mais c'est pour les petits marchés aussi. Mais lorsqu'on doit s'élever et qu'on a en face de vous, vous avez des concurrents. Je viens de vous donner un exemple. Par exemple, les Chinois. Je vois la réalisation de la route Njili jusque vers Bachamba. Ou bien Bachamba jusque vers Chikapa. Bachamba, Chikapa, vous voyez déjà que c'est des marchés dont les travaux pour les réaliser coûtent 80 millions de dollars. 80 millions de dollars, nous avons l'ordre de garantie de 2%. Les 2% de garantie, on est déjà autour de... D'ailleurs, ils sont souvent, d'ailleurs, ils dépassent ces caps-là pour s'assurer. Ils peuvent vous dire, bon, pour la réalisation de ces marchés, vous voulez soumissionner. Rien que la soumission, apportez-nous une garantie, par exemple, de 10 millions ou de 5 millions. Quelle est cette banque ici qui peut prendre des risques de te donner facilement une garantie de 10 millions? Et lorsque vous allez gagner les marchés, l'avance de démarrage, il faut une garantie, par exemple, de 50 millions de dollars. Ou, bon, pas 50 millions, c'est autour de 20%, pratiquement de 16 millions. Est-ce que nous avons des banques ici, en République démocratique du Congo, qui peuvent vous donner ce type de garantie? C'est déjà un capital pour une banque. Rien qu'un tel montant peut être le capital d'une banque. Parce que nous voyons, il y a des banques qui ont des capitaux de 10 millions. Mais vous devez produire une garantie de 16 millions. C'est là où la politique de l'État devait être mise en œuvre aussi dans ce secteur. Une entreprise d'autorité civile, mais qui peut être une multinationale. Ce sont des politiques. Les Chinois sont à l'avant-garde. Ils ont des entreprises comme ça. Ils viennent prendre, brasser des devises sous notre yeux, sous notre barbe. Ils ont des marchés de 80 millions de dollars. Même pas l'office des routes ne peut rivaliser à cette entreprise. Quand je vois Sino Hydro, ils gagnent les marchés combien? 80 millions, 100 millions. Et jusque-là, qui fait notre État pour aller à cette situation? C'est là où il faut faire une politique où nous devons créer une multinationale congolaise. La plupart des grandes nations font un effort d'avoir des entreprises de cette envergure. Ces entreprises vont faire des conquêtes d'argent même à l'extérieur du pays et soit ils récupèrent ce qui est à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas aujourd'hui une entreprise
de cette envergure, même ça fricasse aujourd'hui, parce que nous voyons déjà pour produire la garantie, ça nécessite des banques solides. Et lorsque vous produisez les garanties là, les projets prennent toujours le soin de vérifier la qualité de la garantie. Ils parlent avec la banque. Parce que ça peut aussi être une arnaque. Vous comprenez? Ça, ce sont des difficultés. Or, si vous avez une société de cette envergure, vous avez la chance que cette société puisse employer plus de Congolais. Et en employant plus de Congolais, l'économie des Congolais va bouger. L'office des routes est limité. Il ne fait que des marchés de l'État. Il ne peut pas aujourd'hui soumissionner pour un marché de la Banque africaine de développement, pour le marché de la Banque mondiale. Parce que c'est interdit. Les entreprises para-étatiques ne peuvent pas soumissionner. Ce sont des entreprises du secteur privé. Et comme nous ne l'avons pas, des entreprises de cette envergure, l'argent va entre les mains des autres. Okay, prenons la dernière question, l'émission est terminée. Aujourd'hui, que proposez-vous à l'État congolais pour stabiliser le secteur des entreprises de construction? Ce que nous souhaitons à l'État congolais, d'abord dans la politique de recrutement des entreprises de construction. Okay. Il faut que l'État puisse assouplir cette politique. Il faut qu'il y ait une politique qui permette de récupérer ces jeunes qui viennent de terminer ou qui viennent de faire des stages professionnels de 2 ans, 3 ans, de les convertir en entrepreneurs. Ça ne peut pas être savant. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des marchés avec des critères capables de prendre ces jeunes-là. Aujourd'hui, lorsqu'on lance un appel d'offres, tous les critères qu'on met en place, ce sont des critères qui sont de très haut niveau, qui ne permettent pas aux jeunes de pouvoir même créer des sociétés. Et si ces jeunes veulent aller dans les jeunes 20, ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Et dans la sous-traitance aussi, dans ces pays, c'est difficile. Il faut beaucoup de connexions. C'est pour cela que nous demandons que dans ces secteurs, que l'État puisse aider les jeunes entrepreneurs. Les critères puissent être totalement éligibles pour ces jeunes-là, qui ont une expérience de 3 ans, 4 ans. Vous comprenez? C'est important. Et ceci va permettre aux jeunes de s'intéresser. Et la garantie peut être revue même à la baisse. Par exemple, une garantie de $500, de $600, pour réaliser rien qu'une petite école, ou bien 5 petites sociétés peuvent s'associer avec une expérience qui peuvent constituer plusieurs expériences. Vous voyez? C'est important. Et des séminaires aussi doivent être organisés autour de ça, okay, pour essayer de voir les jeunes comment ils peuvent gagner ou gagner le marché. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que je recommande souvent aux gens de pouvoir se former en technique de passation de marché. Et nous demandons aussi à l'État, si demain la politique peut vraiment changer, de pouvoir nous créer une entreprise multinationale qui peut rivaliser avec d'autres sociétés, qui peut être un alma mater, comme on le dit toujours, des autres entrepreneurs. Il faut que nous ayons une entreprise de grande valeur. Parler avec certains privés et aider certains privés à pouvoir constituer des sociétés de cette envergure. Ça serait une fierté nationale. D'accord, M. Fanfan, l'émission est terminée en quelques minutes seulement. Vous allez regarder la caméra et communiquer vos coordonnées à toutes ces personnes qui voudront continuer l'échange avec vous. Je suis M. Fanfan Mansianti Mandefi, architecte. Mes coordonnées sont 082 26 39 983. 082 26 39 983. Adresse email archimans-fanfan@yahoo.fr. Merci, M. Fanfan, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Madame Jimima. C'en est fini de cette émission, fidèles internautes. Merci de votre réelle et sympathique attention. Si les images d'aujourd'hui vous ont plu, disons tous un grand merci à Badjomboku qui était derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis bye et à bientôt. Ciao.